Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info, c'est 1 heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, qui sera débriefé par nos éditorialistes Denis Jambard et Yves Tréhard. Dans un instant, le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Voilà, c'est notre programme. Mais tout de suite, le JT des territoires dans un instant. On part à Calais où le démantèlement se poursuit, vous le savez. Les équipes de nettoyage sont arrivées dans la jungle. Objectif, la destruction des cabanes et des abris vides avec plusieurs incendies déclarés. Sur place, Caroline Fichten pour WEO TV. Première démolition de cabanes en milieu d'après-midi dans le camp de Calais. L'opération d'évacuation se poursuit. Les abris vides seront systématiquement détruits. De faire cette opération, ça participe aussi, c'est pour montrer aux migrants qui pourraient être encore hésitants que ça y est, on commence à nettoyer le camp. Ceux qui hésitaient, il faut vraiment que maintenant ils prennent leurs décisions et qu'ils rejoignent un CAO. Enfin, c'est notre volonté. Alors comment ça va se passer pratiquement? Eh bien, comme ça s'est passé pour la zone sud. Les cabanes vides sont donc détruites sous l'œil des caméras et tout le camp suivra, même s'il n'y a pas de délai établi. Pour les associatifs, c'est le début d'un autre volet de l'opération de démantèlement, peut-être plus difficile. Ce qui pourrait arriver, c'est un incendie massif parce que un certain nombre de personnes mettent le feu à leur cabane avant de partir en disant je préfère mettre le feu moi-même que d'attendre que la police les détruise. Au loin, un nuage de fumée apparaît. C'est une cabane qui brûle, pas la première et sûrement pas la dernière. Lors du démantèlement de la zone sud, de très nombreux abris avaient ainsi brûlé. Et ces incendies se sont encore intensifiés cette nuit. Après le démantèlement de la jungle de Calais, 31 migrants ont rejoint le centre d'accueil de Croisilles. C'est une commune dont on vous a parlé dans ce journal en début de semaine et où les habitants étaient divisés par la perspective de cette répartition. Le climat de tension qui régnait dans la commune depuis quelques jours semble s'être apaisé. Adélaïde Bohart pour WEO TV dans le Nord. Ils sont 31 et font partie des 1900 premiers mis à l'abri de la jungle de Calais. Ils sont arrivés ce lundi ici au CAO de Croisilles et ont été accueillis sous les applaudissements. Après les dures nuits en temps de la lande de Calais, au lendemain d'une nuit au chaud dans un vrai lit, les visages sont souriants et on sent presque du soulagement. Ici, là, c'est bien. C'est bien, ça marche. Printemps, j'aime France. Pour l'instant, j'ai envie de me reposer d'abord. Pour nous, la priorité, c'est d'être au chaud d'abord et de voir comment est-ce qu'on peut chercher à s'intégrer dans cette ville qui nous a accueillis vraiment. Tu es soudanais. Ils sont pour la plupart soudanais et vont rester au CAO de Croisilles pendant quelques mois. C'est l'association La Vie Active, déjà gestionnaire à Calais, qui prend en charge le centre. Les quelques mois sont voués en priorité effectivement à l'apprentissage du français et des démarches administratives puisque c'est ce qui va conditionner le temps de séjour ici. Leur quotidien et leur programmation, ça va être effectivement d'organiser à la fois les cours de français, à la fois l'aller-retour vers les associations, vers le milieu local, les activités. On a déjà eu plein de propositions bénévoles. La trentaine de migrants volontaires arrivés à Croisilles a l'envie de s'intégrer dans la commune. Mais entre les anti-migrants et la municipalité, le torchon brûlait depuis quelques jours. Mais il semble que le feu commence à s'éteindre. Le climat s'est apaisé, on reste quelques irréductibles, mais bon, on peut comprendre les peurs, ça je veux bien comprendre les peurs, mais aussi ils peuvent venir faire un peu chez nous et on va leur expliquer. Entre citoyens et élus, entre migrants et habitants, l'heure est aujourd'hui à l'échange pour bâtir les fondations d'une bonne intégration. Dans l'actualité également ce matin, vous le savez, c'est le malaise des policiers qui se poursuit alors qu'une rencontre est prévue aujourd'hui avec le chef de l'État François Hollande. On part pour Nice maintenant où sont nées les premières manifestations nocturnes avant de se propager en France. Lucie Camin pour Azur TV à Nice. Gyrophare allumé, mais sirène en sourdine. Les policiers ont rejoint dans le calme la place Masséna hier soir. Un rassemblement apolitique qui n'a jamais autant fédéré. Ils étaient entre 250 et 300 à manifester pour de meilleures conditions de travail, à commencer par les besoins matériels. Des véhicules qui ne ferment pas, les batteries qui tombent en rade un jour sur deux, les problèmes moteurs. On a le même problème pour les matériels en dotation collective.
par exemple les casques maintien de l'ordre, normalement ça doit être individuel. On est obligé de se les prêter. Vous voyez, quand on fait une garde statique, les gilets pare-balles lourds, c'est la même chose. Rien ne va en fait. Parmi leurs autres revendications, la modification de la légitime défense ou encore l'épuisement lié aux heures supplémentaires. Un ras-le-bol général amplifié par le fait que les policiers ne se sentent plus représentés par leurs syndicats, alors que ces derniers rencontreront le président de la République ce mercredi. Tous les stratagèmes sont employés pour nous diviser. Que ce soit par les syndicats, en appelant à diverses manifestations sur des jours différents, alors que nous justement notre gros problème c'est que les syndicats n'arrivent pas à travailler ensemble. Nous on n'en peut plus, donc voilà, ils appellent, continuent encore là-dedans. Les politiques, des soi-disant représentants de notre côté qui sont reçus, alors que non, on a bien compris qu'il y a eu la maladresse là-dedans. Voilà, donc on a compris que si on n'était pas là tous les soirs, on n'obtiendrait pas ce qu'on veut. Après avoir entonné la Marseillaise, les policiers ont quitté les lieux en fin de soirée pour aller apporter leurs revendications au préfet. Et la mobilisation, elle, continue. Les agents seront à nouveau présents pour un rassemblement ce soir, place Masséna. On reste à Nice, mais pour une toute autre actualité, celle de l'enlèvement spectaculaire de Jacqueline Vérac, 76 ans, riche propriétaire azuréenne, en pleine rue lundi. Alors qu'on a appris que les ravisseurs sont entrés en contact avec la famille, on fait le point sur place avec Sophie Jeanroy pour Azur TV. Plus de 24 heures après l'enlèvement, toujours aucune nouvelle de Jacqueline Vérac. A-t-elle été kidnappée pour une demande de rançon? Rien n'a encore été affirmé, mais c'est la piste la plus plausible. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. En tout cas, c'est ce qui vient à l'esprit le plus simplement. Maintenant, on n'a pas pour l'instant d'informations particulières à donner à ce sujet. Jacqueline Vérac, 76 ans, est une riche propriétaire. Elle détient le Grand Hôtel à Cannes et le restaurant La Réserve à Nice. C'est ici, avenue Emilia, près du boulevard Gambetta à Nice, que la femme d'affaires a été enlevée hier. Deux ravisseurs l'embarquent à bord d'un véhicule utilitaire blanc. L'alerte à la police est donnée dans cette pharmacie. La factrice nous a dit qu'une dame avait été kidnappée. On a pensé immédiatement à elle et on a réagi très vite. On a appelé la police immédiatement qui s'est rendue sur les lieux très rapidement aussi. Ça a été très vite, mais malheureusement l'enlèvement était très rapide également et personne n'a pu rien faire. Jacqueline Vérac, veuve et mère de 3 enfants, avait déjà été victime d'une tentative d'enlèvement en 2013 avec le même mode opératoire. Mais les enquêteurs n'ont pour le moment pas établi de lien entre les faits. Son entourage et les commerçants du quartier la décrivent comme une personne simple et agréable. Ça me fait émotion parce que c'est une très brave personne, avec qui j'avais des liens, pas d'amitié, mais bon, que je connais depuis longtemps. Et ça inquiète un peu tout le quartier, tous les gens qui la connaissaient. Ah ben très gentille, très courtoise, je vous dis, elle venait prendre ses journaux chez moi depuis longtemps, très longtemps. Une personne du quartier, simple, abordable. L'antenne niçoise de la police judiciaire tente de retrouver la trace des agresseurs. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs. Sans transition, si vous êtes fumeur, vous allez peut-être bientôt payer 1,30 € de plus le paquet de tabac à rouler. Le projet de loi qui est examiné cette semaine à l'Assemblée nationale exaspère les buralistes. Direction les Pyrénées-Orientales où le secteur subit déjà la concurrence des voisins espagnols. Anaïs Tourès pour TV du Sud. Mauvaise surprise pour les buralistes, le prix du paquet de tabac à rouler pourrait augmenter d'1,30 € d'ici janvier 2017. Une hausse examinée dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui fait peur à ces gérants d'un bureau de tabac de Saint-Estève dans les Pyrénées-Orientales. Ça peut effectivement nous impacter énormément puisque le paquet de cigarettes à rouler c'est une chose, mais il y a tout ce qui est produits annexes, les feuilles, les filtres, voilà. Et la fréquentation dans nos points de vente. Car tous les bureaux de tabac comme le sien, situés à quelques kilomètres seulement de la frontière espagnole, subissent déjà de plein fouet la concurrence. On demande surtout sur les prix qu'on harmonise les prix sur la européenne. C'est pas normal qu'on ait un écart aussi énorme que ça. Rendez-vous compte sur un paquet qu'on va vendre à 7 € qui va passer à 8,30 €, il est à moins de 2 € en Andorre. Qui est fabuleux quand même, 4 € en Espagne, donc c'est pas possible ces écarts de prix pareils. Les fumeurs, eux aussi, sont sceptiques quant à l'efficacité d'une nouvelle augmentation. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, non.
Pas sûr du tout, au contraire même. C'est pour ça qui empêchera les gens de fumer. Le gars qui est accro, il n'arrêtera pas. Ça fait cher déjà, 7,80 €, non, c'est ça, hein? Oui, le paquet, ça fait vraiment cher. Dans le département, 130 buralistes ont déjà baissé le rideau depuis 2003, près de 10 000 dans toute la France à cause des augmentations de prix. Si l'Assemblée nationale vote en faveur de cette nouvelle hausse, les vendeurs de tabac pourraient mener des actions. Collecter et transporter les déchets des bateaux par barge sur le fleuve et non plus par camion, une solution innovante actuellement testée à Bordeaux. Et c'est le groupe Suez qui a été retenu pour mener ce test pendant 15 jours. Si cette collecte était définitivement adoptée, ce serait une première en France. Dominique Parmentier pour TV7 Gironde à Bordeaux. Le tourisme fluvial a le vent en poupe à Bordeaux. Aujourd'hui, le port de la Lune accueille en permanence 10 compagnies de croisière, soit 12 bateaux et 6 paquebots fluviaux. Sans oublier les paquebots de croisière maritime qui font escale à Bordeaux. 39 en 2016, 44 prévus en 2017. Au total, ces navires produisent environ 200 tonnes de déchets par an. En ce qui concerne nos bateaux, nous, c'est entre 4 et 6 mètres cubes par jour. Et ce sont des cartons, c'est les restants de tous les restes, c'est toutes ces choses-là. Et les cartons, on reçoit beaucoup d'emballages, on reçoit les légumes frais par exemple, après on a les cajots, tout ça fait partie des déchets. Des déchets transportés par l'équivalent de 5 camions depuis les quais jusqu'au centre de tri de Bègles. Jusqu'au 31 octobre, c'est donc une collecte fluviale par barge qui est testée à Bordeaux. Une solution écologique qui n'existe aujourd'hui qu'à Amsterdam. Oui, mais d'une manière générale, vous savez, en France, les fleuves sont très sous-utilisés. Et pourtant, les transports par le fleuve représentent 4 fois moins d'émissions de CO2. Donc il y a à la fois un confort par le fait de ne plus avoir les camions au milieu de la ville. Et puis, il y a d'autre part les gains énergétiques que l'on peut faire en utilisant le fleuve. Ce qui est complètement nouveau, c'est que le déchet ne touche absolument plus le quai, le sol. Donc on fait une collecte directement par voie fluviale, à partir d'une barge qui s'accoste à côté du bateau. Les déchets qui ont été collectés et qui ont été accumulés, si vous voulez, pendant une certaine période sur le bateau sont vidés dans le container. Et à partir de ce moment-là, le container est mis à hauteur pour que les déchets soient vidés dedans et récupérés sur la barge. La barge emmènera les déchets sur le centre de valorisation énergétique et de tri de l'usine d'Astrien. La barge permet en outre de collecter séparément les déchets préalablement triés sur le bateau. Les croisiéristes ont l'air conquis. Ah, moi je suis convaincu et partant oui à 100%, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de trier, ça va nous permettre d'éviter une taxe parce que jusque-là on ne triait pas. Et puis c'est bien mieux pour tout le monde, que ce soit visuel ou polluant, c'est bien mieux comme ça. Si le test s'avère positif, notamment sur les plans économiques et financiers, cette collecte fluviale pourrait donc être définitivement adoptée à Bordeaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, une revue de presse de vos quotidiens ce matin dans un instant. À la une de vos quotidiens régionaux, c'est bien sûr la baisse du chômage aujourd'hui avec la montagne, forte diminution du chômage. 66 300 chômeurs ont quitté les listes de Pôle emploi en septembre. Il s'agit de la plus forte baisse mensuelle enregistrée en France depuis 1996. Pour le Midi Libre, c'était donc le titre de la montagne, vous l'avez vu. Pour le Midi Libre, c'est chômage, une baisse record en septembre. En France, le nombre de chômeurs a chuté de 1,9% et de 2,4% en Occitanie, précisément pour le Midi Libre. Toujours en Occitanie, la dépêche du midi, chômage, une baisse record. Pour le Télégramme de Brest, chômage, ce que cache la baisse de septembre. Il a effectivement reculé sensiblement en septembre, mais également en Bretagne, moins 2,1%. Mais ce chiffre n'est pas le résultat d'une reprise de l'économie. Pas sûr dans ces conditions qu'il bénéficie à François Hollande, indique le Télégramme. C'est aussi l'arrivée des migrants accueillis dans les communes qui est à la une de vos titres de la presse quotidienne régionale ce matin avec le Maine Libre. Les premiers migrants sont arrivés en Sarthe, au Mans. 42 migrants originaires du Soudan, d'Afghanistan et du Pakistan ont été accueillis, tandis que 4 familles étaient reçues à Sablé
et 4 autres à la flèche. Dans l'Ardennais, c'est 32 migrants déjà dans les Ardennes. 91 migrants de la jungle de Calais pourront être accueillis dans le département. À Charleville, 32 ont déjà été reçus. Le maire de Rimogne, lui aussi, tente de rassurer les habitants. Pour le progrès de Fécamp, en Normandie, les migrants de Calais sont arrivés. Normandie est une terre d'accueil, titre ce journal. La République des Pyrénées, des jeunes caillassent un bus à Ous-des-Bois. C'était hier à Pau, une vitre d'un bus Idélis a été brisée par des jets de pierre près du nouvel arrêt de la rue Campo. La ligne a dû être déviée en début de nuit. Enfin, divers sujets d'actualité, mais aussi très importants dans vos journaux de la presse quotidienne régionale ce matin. À noter le Courrier Picard. Un Français sur 2 en surpoids. C'est une étude qui montre que le phénomène s'étend et que près de 15% des Français souffriraient d'obésité. C'est un chiffre énorme. Le Courrier de l'Ouest revient sur Mitterrand, un amour caché à Chénut. Dans les lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot, on découvre que l'hôtel du Pieuret abrita en 1965 leur tout premiers amours. Et enfin, dans l'écho de Haute-Vienne, à chacun sa guerre contre Daesh. L'ONU manque à l'appel. Les pays occidentaux engagés dans une guerre contre Daesh ont fait le point hier à Paris. Le conflit promet d'être long. Les stratégies restent individuelles. Un mandat de l'ONU est nécessaire. Voilà, sans transition, on va passer au débat avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, j'accueille Pascal Jalabert de l'Est Républicain et du Dauphiné. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Denis Jeanbart de Nice Matin, de Challenge et de Radio. Bonjour. Bonjour Denis, vous êtes là au titre de Nice Matin. Et Jean-Louis Picot du Parisien. Bonjour Jean-Louis. Évidemment, le thème d'actualité majeur aujourd'hui, c'est la très forte baisse du chômage en septembre. Le nombre de chômeurs en catégorie A a diminué de 67 000 inscrits. Un recul lié à la légère reprise économique, dit-on. On va regarder ça. Les observateurs et la presse parlent d'une baisse historique, Pascal Jalabert. Historique du point de vue des chiffres. Ce qu'il faut d'abord, le bon chiffre, ça sera celui que donnera l'INSEE la semaine prochaine. Il faut aussi regarder sur un an où c'est vrai il y a une baisse. À la fin du quinquennat, le nombre de chômeurs sera le même qu'au début du quinquennat, fort probablement, mais avec une population active élevée. Donc oui, globalement, le taux de chômage aura baissé. Mais pour François Hollande, si on revient à la politique, il n'en profitera pas. Parce que ce matin, il y a un autre chiffre, il y a moins 1,9% de baisse du chômage, mais il y a aussi 96% de mécontents du président. Donc là, on atteint des records. Il avait été surnommé M. 3% quand il était candidat en 2010. Là, c'est M. 4%, sauf qu'il est président et que c'est pas tout à fait pareil. Denis Jeanbart. Oui, en pourcentage par rapport à la population, le chômage sans doute va baisser, mais en réalité, en chiffre absolu, le bilan de François Hollande à la fin de son quinquennat devrait être à peu près de plus 600 000 chômeurs par rapport à l'héritage de Nicolas Sarkozy. Donc la question de l'inversion de la courbe du chômage qu'il a posée lui-même, elle reste posée. C'est par rapport à quoi ? Par rapport au début du quinquennat, par rapport aux derniers chiffres. En vérité, moi, je crois que ça n'a aucune importance aujourd'hui sur le destin de François Hollande. Je crois que ces variations du chômage, et tant mieux d'ailleurs si ça baisse, et espérons que ça va continuer, même si l'UNEDIC, qui est, me semble-t-il, l'indicateur le plus fiable, nous dit que si ça baisse de 124 000 au total sur l'année 2016, ça devrait remonter de 79 000 l'année prochaine. Bref, je crois que dans le quotidien des champs, en réalité, il n'y a pas d'impact. Tout ça, c'est de la macroéconomie qui n'a rien à voir avec le quotidien des gens, et ça explique pour partie aussi, ou très largement, les sondages dont on vient de parler. Jean-Louis Picot, le quotidien des gens n'a pas changé ? Je ne crois pas, effectivement, que le quotidien a changé pour les gens. Je crois que Hollande s'est trompé, il a anticipé trop tôt la reprise. Il avait annoncé lors de son élection, effectivement, cette inversion. Et finalement, on se retrouve en bout de course avec une inversion qui s'amorce un petit peu. Et encore, elle doit être confirmée. À quelques mois des élections, c'est un petit peu grotesque. C'est-à-dire qu'on attend chaque mois ces nouveaux chiffres pour dire, alors, est-ce que ça va lui permettre d'y aller ou non ? Et effectivement, je crois que les gens sont assez
n'aiment pas ça, n'aiment pas vraiment cette politique et cet attentisme quelque part. Ils attendent un mouvement de fond, quelque chose de construit sur la durée. Et là, on est un peu, on regarde pas plus loin que le bout de son nez. Pascal Jalabert, les hommes politiques et socialistes qui soutiennent François Hollande sont de sortie ce matin. Hein, ils sont dans les matinales, ils viennent défendre cet aspect-là du bilan. Le dernier carré des filets. Didier Guillaume sera là d'ailleurs, le président du groupe PS au Sénat sera notre invité à 8h. Didier Guillaume fait partie de ce carré. Il faut quand même voir aussi, au Parti Socialiste, ils sont déboussolés, désarçonnés, c'est le désarroi le plus total. Mais de notre côté, ils sont en train de se demander, mais qui va représenter la gauche avec des chances de figurer au second tour en 2017 ? Alors justement, il y a un sondage, évidemment. Manuel Valls, lui aussi, comme François Hollande, serait éliminé en ne récoltant qu'environ 10% des voix. Cantar Sofres One Point ce matin. Vous disiez 96% d'opinion défavorable sur François Hollande. C'est l'enquête du CEDIPOF. Voilà, enquête du CEDIPOF. Et c'est ce matin qu'il reçoit François Hollande, on l'a dit tout à l'heure, les syndicats de policiers. Il se déploie quand même, Denis Jeanbart. On peut lui reconnaître cette énergie de vouloir continuer malgré tout. Vous savez, je suis en train de terminer le livre de nos deux confrères Davé et L'Homme. Un président ne peut pas dire ça. Un président ne peut pas dire ça, qui est une catastrophe en termes de communication, on le voit bien, et à mon avis, ça explique le nouveau recul dans les sondages et ce chiffre historique, 4% de satisfaction. Pascal Jalabert a l'air d'accord. On n'a quand même jamais vu ça. Il faut dire qu'il a démarré à 3% il y a 7 ans, en 2009, il finit à 4%. Le cycle est bouclé, c'est retour à la case départ. Alors peut-être qu'il espère, à partir de 4%, rebondir. Après tout, à partir de 3%, il a réussi à se faire élire. Non, simplement, sans plaisanter, ce qui apparaît dans ce livre, c'est que cet homme ne doute jamais de lui. Jamais. Il a le sentiment de dominer non seulement ses ministres, ses adversaires, mais la terre entière. Non, je dis simplement ça parce que je pense qu'il va se présenter. Il ne doute jamais de lui. Alors, ça tombe bien parce que Pascal Jalabert a déjeuné à l'Élysée il n'y a pas très longtemps. Et il est sorti de là avec la même impression que vous. Il croit à sa bonne étoile, tout semble glisser sur lui. Il croit surtout à son intelligence supérieure. Oui, il est très intelligent, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il croit à sa bonne étoile. Il a raison d'y croire, puisque, vu d'où il arrivait, il a été élu avec des concours de circonstances de tous les côtés. Donc bon, il croit à sa bonne étoile. Mais là, on peut lui opposer un bilan, on peut lui opposer des attitudes. Et puis, ce que disait mon confrère, c'est-à-dire ce livre qui est absolument destructeur dans l'opinion. On ne peut pas traiter comme ça les footballeurs. On voit derrière vous votre papier, celui de l'Est républicain, Hollande, la panne de légitimité. Oui, la panne de légitimité, elle est surtout dans son propre camp. Et c'est ça qui est inquiétant. On dit toujours, et là, pour le coup, Mitterrand, puisque c'est aujourd'hui le centenaire, avait raison. Absolument. Il faut d'abord rassembler son camp, puis après rassembler les Français. Or là, aujourd'hui, François Hollande ne rassemble pas son camp. Et on parle même de problème d'incarnation. Hier, c'était un peu la phrase qui revenait, c'est on n'a pas un problème forcément de bilan, parce que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, et on parle des chiffres du chômage, on pourrait dire que quelque part, il peut défendre son bilan aujourd'hui, Hollande. Il y a des choses qui commencent à se concrétiser. Ça arrive pas par hasard. Certes, il y a une reprise quand même qui arrive au bout du compte, mais il y a des mesures qui ont été prises, le pacte de responsabilité, la relance de la formation, tout ça, on peut en discuter, mais ce sont des mesures concrètes qui pourraient défendre. Mais finalement, il s'est arrangé dans sa communication pour finalement être seul. Alors il ne doute jamais, le problème des gens parfois qui doutent jamais, c'est qu'au bout d'un moment ils sont tout seuls. Et là on a l'impression qu'il a un peu scié le fond du bateau sur lequel il navigue et que c'est en train de couler parce que... Ce qui frappe ce matin, au regard des sondages de Pascal Jalabert, Denis Jeanbart, c'est qu'au fond il n'y a pas de solution alternative non plus à François Hollande. Donc il a raison de ne pas trop douter de ce fait. Non, mais parce que de toute façon, il a conduit. Je parlais de Manuel Valls, bien sûr. Oui, il a fait en sorte que tous les rivaux soient éliminés. Il les a laminés. Moi, j'ai toujours pensé que l'une des explications de la nomination de Valls, c'était aussi pour l'affaiblir et pour l'empêcher d'être un concurrent réel en 2017. Qu'à l'instant même où François Hollande est rentré à l'Élysée, il a songé, comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs, à sa réélection. Et c'est d'ailleurs le drame de cette 5e République, c'est que avant de s'occuper des Français, même s'il s'en occupe quand même, malgré tout, ils songent d'abord à leur réélection. C'est quand même un peu la politique du pire, parce que finalement, personne ne veut y aller au PS
à part lui, parce que tout le monde sait que c'est pour aller se faire battre. Donc ça serait lui. 4% effectivement d'opinion des Français favorables, c'est quand même très très peu. Et on disait la période Sarkozy, on est sorti de là en disant c'est pas possible, le poste de président est exsangue, donc il arrivait quand même avec un a priori favorable. Et puis on se retrouve 5 ans après au même stade en termes de crédibilité, pour d'autres raisons, mais en termes de crédibilité, c'est la même chose. Dans les deux cas, c'est la personnalité qui est en cause. Ouais. C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy n'est pas battu sur son bilan, mais sur ses attitudes, sa personnalité. Et là, c'est ce que me dit un député hier, et je reprends les propos dans le papier. C'est plus une question de bilan, c'est une question de personne dont on ne veut plus. C'est une question de légitimité, c'est une question d'absence d'alternative aussi. Alors des candidats, ils en ont beaucoup, hein, des Hamon, des Montebourg, des Taubira, on peut en citer 25, mais ils n'ont pas le candidat. Et à 80 élections, c'est problématique. La droite n'était pas dans cette situation il y a 5 ans. On savait quand même... Nicolas Sarkozy était quand même au second tour. Il était au second tour battu avec 48%. Et puis on savait au mois de novembre qu'il y avait un candidat. Pascal Jalabert, il reçoit les policiers tout à l'heure. Il est dans quelle position? Extrêmement affaibli. Il est affaibli. Alors, le conflit des policiers, ça va au-delà de François Hollande parce que... c'est aussi dans vos journaux, hein, je le précise. Oui, c'est aussi dans nos journaux. Les policiers, si vous voulez, il y a une déception par rapport à la gauche où, en effet, des Manuel Valls, des Rebsamen leur ont tenu des discours, on vous aime, on vous donne des moyens, et puis ils voient que de l'autre côté, ça continue, les tags anti-police, les récépissés, etc. Il y a aussi une déception vis-à-vis de la droite, et notamment de Nicolas Sarkozy, qui leur avait promis des moyens pour nettoyer les banlieues, pour remettre de l'ordre, et qui quand même leur a supprimé des postes et des moyens. Donc là, c'est une colère beaucoup plus profonde, à mon avis, qui dépasse les clivages politiques. Rapidement, Denis Jean-Bart là-dessus, oui. Par exemple, à Nice, il y a une tension très forte sur cette question-là, mais qui est liée aussi aux attentats, à l'attentat du mois de juillet. Mais c'est vrai que c'est une question qui remonte à très longtemps et que elle sera... Les raisons de la colère sur la côte, hein, c'est le titre de Nice Matin. Absolument. Elle sera au cœur, de toute façon, cette question de la campagne présidentielle et au cœur aussi les questions de sécurité, naturellement. Alors, question de sécurité, une transition toute faite. Jean-Louis Picot, dans Le Parisien, une enquête sur les SDF de plus en plus nombreux à Paris. Oui, 140 000 SDF en France, une grosse augmentation, plus 80% en 6 ans. À Paris, on est entre guillemets aux premières loges. Hein. C'est ce qui a donné l'idée de cette enquête. Alors justement, comme je venais ce matin, j'ai regardé un petit peu sur Internet les discours sur les années passées et je suis retombé sur la proposition d'un candidat à la présidentielle à l'époque, 2002, un certain Lionel Jospin, qui disait 0 SDF. Et j'ai vu aussi que cette proposition avait été reprise par Nicolas Sarkozy en 2006. Et là, je viens de le dire, 140 000 SDF, plus 80% en 6 ans. On a tout dit. Et ce que dit l'un des sans-abri qu'on a interrogé, c'est qu'il dit, pour les gens, on est vraiment l'image de ce qu'ils redoutent, c'est-à-dire une société qui est en plein doute et qui a finalement ce miroir qui est terrible en face d'elle, au-delà du drame de ces gens qui dorment dehors. Je trouve que cette enquête politiquement est dévastatrice. Et d'ailleurs, on se pose la question, moi je suis tout à fait pour ce qui est en train de se faire à Calais et l'accueil des migrants, je l'ai déjà dit ici sur ce plateau. Mais je pense depuis des années qu'on devrait faire un effort national pour essayer d'offrir au moins des conditions de vie correctes à ce peuple de SDF qui est franchement une honte pour le pays. Et un phénomène partout dans le monde, hein. C'est le cas aux États-Unis aussi avec une forte augmentation, Pascal Jalabert. Oui, mais c'est pas une consolation. Voilà, il faut pas regarder les autres, on est quand même un pays développé. Il y a des logements inoccupés en France, y compris dans le secteur public, hein, dans le secteur HLM. Même quand l'économie augmente, c'est le cas aux États-Unis en ce moment, le nombre de SDF continue d'être... Voilà, on est dans un pays développé, il y a quand même un devoir d'organisation et de solidarité minimum qui n'est pas effectué. Merci Pascal Jalabert. Une minute, il nous reste pour parler de l'enlèvement. Hier, Denis Jean-Bart, Nice Matin, ils sont rentrés en contact avec la famille. Je parle des ravisseurs, la famille de Jacqueline Vera, qui a été enlevée en pleine journée. Oui, écoutez, le mystère, vous titrez le mystère. Mais c'est un mystère. Quelle est la raison? Est-ce que c'est totalement crapuleux, des malfrats, du grand banditisme? Est-ce que c'est un règlement de compte familial? Dans le passé, il y avait déjà eu une tentative d'enlèvement qui avait avorté. Elle a refusé toute protection par la suite.
On verra ce que donne l'enquête policière. Mais à mon avis, on trouvera une solution. Ça me paraît quand même moins mystérieux que l'affaire Leroux d'il y a bien des années. Voilà, c'est quand même la une de Nice Matin. Enlèvement, le mystère. Ouais, le mystère. Merci Pascal Jalabert de l'Est républicain et du Dauphiné. Merci Denis Jambard, donc de Nice Matin. Merci Jean-Louis Picot du Parisien. Merci. On va regarder ensemble tous les quatre la météo des territoires, le temps qu'il fera aujourd'hui en France et dans les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. On regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, on passe au Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales de Christophe Combario. On le regarde ensemble. On a dit que vous étiez prêt à suivre Macron, c'est vrai ou pas? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, en plus je ne le suivrai pas. Est-ce que ça fragilise pas une candidature quand commencent à fleurir les plans B? Bon, vous savez, les plans B, les plans C et les plans H du nom de quelqu'un d'autre, on les verra. Il y a les plans V. Prends ton temps, mon gars. T'as été ministre 2 ans. On passe, là encore, on passe pas de la casquette de « j'ai jamais fait de politique, je viens de Rothschild » et d'un seul coup, voilà. Peut-être que toute cette gauche pourrait s'unir, devinez derrière qui? Derrière Christiane Taubira. On en parle de plus en plus. Je ne crois pas que Christiane Taubira, qui a déjà été candidate à l'élection présidentielle, puisse demain, puisque c'est la question que je me pose, être élue présidente de la République. La baisse sur un mois est historique. 66 300 chômeurs de moins en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Un chiffre immédiatement salué par François Hollande, qui parle d'une tendance installée depuis le début de l'année. Notre politique économique porte ses fruits. Le chômage baisse avec 90 000 demandeurs d'emploi de moins depuis janvier. Il faut poursuivre. Ce soir, on a des résultats qui confirment le fait qu'il y a une inversion de la courbe du chômage qui est engagée, qui est constatée. 2318 migrants en tout ont quitté hier le bidonville et ont été transférés vers des centaines de centres d'accueil répartis un peu partout sur le territoire. Nous avons renoncé à avoir une véritable politique de reconduite à la frontière des migrants illégaux. Il faut reprendre cette politique, il faudra lui donner aussi une dimension européenne. Alors qu'il négocie son entrée au gouvernement avec Nicolas Sarkozy, voici ce qu'il aurait prononcé. Je ne veux pas de l'intérieur. Je n'aime pas les flics, pas la justice. Je déteste les juges. La chose la plus folle que vous ayez faite? Ce sont des propos d'il y a plusieurs années que j'ai pu tenir sur certains points, d'autres sont déformés ou tronqués, et en tout cas, je n'ai pas pu dire ça parce que je n'en passe pas un mot. J'étais stagiaire à la préfecture de la Martinique et pour les besoins d'une visite du Premier ministre de l'époque qui s'appelait Jacques Chirac, j'ai été obligé d'emprunter une voiture qui n'était absolument pas la mienne à quelqu'un que je ne connaissais pas. 4% le chiffre, c'est le dernier sondage pour vous, pour la primaire. En même temps, un certain François Hollande avait démarré à 3% à la primaire de la gauche et il a accédé à l'Élysée. Vous y croyez encore? J'espère faire mieux, je vais vous dire. 4% des Français sont satisfaits de l'action de François Hollande, selon le dernier baromètre du Cevipof. C'est décidément le chiffre du jour. Mais parlons de vous. Je vous vois à la télé d'habitude. Quand même, elle est plus mignonne en réalité qu'à la télévision, quoi. Une alliance avec François Bayrou, au fond, c'est un passeport pour la non-réforme. C'est le passeport pour l'immobilisme. Tu sais ce que c'est la politique, hein? On vote, on est content, on change les cochons, mais c'est toujours la même porcherie. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, l'invité politique, c'est Didier Guillaume. Bonjour, vous êtes le président du groupe PS au Sénat et vous êtes sénateur de la Drôme. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Didier Guillaume, baisse importante du chômage. Plus de 67 000 personnes ont retrouvé un emploi. Est-ce que vous mettez ça sur le compte de l'action du gouvernement ou sur une légère reprise économique, comme l'indiquent les observateurs ce matin? D'abord, je voudrais dire combien je suis heureux pour les 67 000 Françaises et Français qui ont trouvé un emploi. Parce que bien trop souvent, lorsqu'on parle du chômage, on parle de chiffres, de pourcentages. Or, il y a des hommes et des femmes derrière. Et ces 67 000 personnes ont retrouvé un emploi. Après, je mets ça sur le compte de la ligne économique voulue par le gouvernement, qui a eu pour conséquence la reprise. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque le chômage augmente, on dit la politique du gouvernement est mauvaise, et lorsque le chômage baisse, on dit la politique du gouvernement n'y est pour rien. Et moi, j'affirme que le pacte de responsabilité, j'affirme que les contrats embauche dans les PME, plusieurs dizaines de milliers, ont contribué à faire repartir... Les formations, etc. Oui, attendez, non, s'il vous plaît, soyons précis. Oui. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Oui. La baisse du chômage, c'est sur les emplois marchands. Ne sont pas compris les emplois non marchands. Je veux le préciser, parce que je revendique les emplois non marchands. Je revendique... dans toutes les catégories. Pour les personnes âgées, il y a baisse. 1,2. Pour les jeunes, il y a une énorme baisse. Et pour les salariés à temps partiel aujourd'hui, c'est plus 30 000 personnes. Non, mais il faut se féliciter. Il faut arrêter de dénigrer ce pays, il ne s'agit pas de dénigrer, de montrer du doigt. Lorsqu'il y a des bonnes nouvelles de grâce, disons, c'est bien pour la France, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour les hommes et les femmes. C'est ce qu'on a compris ce matin. Non, ce n'est pas une baisse en trompe-l'œil. Et quand la courbe du chômage est inversée. Que l'an prochain, quand l'UNEDIC dit que l'an prochain, de toute façon, ça repart à la hausse, plus 79 000 sur l'année qui vient. Mais je ne sais pas ce que dit l'UNEDIC, moi ce que je constate. Moi, ce sont les chiffres qui sont donnés par l'UNEDIC. Non, ce ne sont pas les chiffres par l'UNEDIC. Les seuls chiffres qui comptent aujourd'hui, ce sont ceux qui sont sortis hier. Ah, c'est pas ceux de l'INSEE. Et je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise pour vous dire que je pense qu'il faudrait arrêter de publier tous les mois les chiffres de Pôle emploi. Et je veux dire ça au moment où ça baisse. Parce que si on me dit au moment où ça monte, parce que je pense qu'il faut se mettre comme tous les pays en Europe, avec la même base. On compare le chômage en Allemagne, en Angleterre et en France, mais nous n'avons pas les mêmes bases. Aujourd'hui, ce sont les chiffres de l'INSEE qui sont essentiels et les chiffres du Bureau international du travail. Mais les chiffres de Pôle emploi, ce qui compte, c'est de les comparer au mois d'avant. Et à l'année d'avant. C'est pas à l'instant T. Et à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport au mois d'août, par rapport à ce qui s'est passé l'année, c'est le 3e trimestre. Donc ça veut dire où le chômage baisse. L'inversion de la courbe est effective. Nous pouvons l'affirmer. Et donc maintenant, François Hollande peut se présenter pour 2017 puisqu'il a inversé la courbe. Mais non, ça c'est un raccourci. François Hollande avait... Mais je vais vous répondre. François Hollande a dit... Je mettrai en relation mon éventuelle candidature avec l'inversion de la courbe du chômage. Donc, la condition est réussie. Donc, maintenant, il donnera... Le pari est gagné pour le chômage. Pas assez, mais le pari est gagné pour le chômage. Donc pour vous, il peut se présenter. Bien évidemment, s'il le souhaite, il donnera sa position le 15 décembre. Donc il peut dire ça va mieux? Ah bien sûr que ça va mieux. Il peut refaire ça. Mais Michael Zamès, ça va mieux. Moi, je ne veux pas toujours prendre les choses avec du cynisme. C'est pas ce que vous faites. Mais ça va mieux pour ceux qui sont au chômage. Ça va mieux pour l'économie. Ça va mieux pour ceux qui vont payer moins d'impôts. Ça va mieux pour le déficit de la Sécu qui a été remis à zéro, sans aucun déremboursement, sans enlever notre modèle social. Aujourd'hui, l'enjeu, il est lequel pour la prochaine élection présidentielle? C'est pas de savoir si tel ou tel sera candidat. Vous connaissez ma position. C'est de dire... Qu'est-ce qui est proposé par la droite et qu'est-ce qui est proposé par la gauche? Alors, est-ce que ça peut le faire remonter, étant donné qu'aujourd'hui, dans les sondages, on le voit quand même, il touche le fond, il est à 4%. Est-ce que ça peut le faire remonter ou pas? Il est à 4%. Il est à 4%. Qu'est-ce que ça veut dire, il est à 4%? 4% de popularité. Oui, 4% de popularité. De bonnes opinions. Très bien, mais est-ce que ça veut dire que 96% de mauvaises opinions? Oui, mais ce n'est pas 4% d'intention de vote. Est-ce que ça veut dire que les Français ne veulent plus de cet exécutif-là, puisque le Premier ministre Manuel Valls, lui aussi, comme François Hollande, serait éliminé en ne récoltant qu'environ 10%. Mais écoutez, aujourd'hui, je vois la situation. Donc c'est l'exécutif complet qui est mis en cause. Oui, j'entends ce que disent les Françaises et les Français. J'entends ce que me disent mes amis, mes proches dans la Drôme.
Je ne pas nier aucune difficulté. Aujourd'hui, la politique menée par ce gouvernement ne passe pas dans la population. Elle ne passe pas peut-être parce que nous ne l'avons pas assez expliqué. C'est un problème de communication selon vous? D'explication, pas de communication. Je me méfie toujours des communicants, d'explication. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est à partir du bilan du quinquennat de François Hollande, c'est de faire des comparaisons de ce que propose la droite, ce que nous proposons. Qui peut faire cette nous allons le faire. Vous pouvez gagner sur un bilan? Quand dans la primaire de la droite, il vaut mieux un bon bilan qu'un mauvais bilan. Hein. Quand dans la primaire de la droite, on propose 300 000 fonctionnaires de moins, nous assumons en avoir créé 60 000 dans l'éducation. Quand on nous dit qu'il y a des problèmes dans la police, ils ont supprimé 13 000 emplois, nous en avons créé 9 000. Mais quand même, Didier Guillaume, si vous le permettez, les Français... Moi, ce que je leur demanderai le moment venu, c'est de comparer des choses. C'est pas la couleur du costume ou la couleur des cheveux. Souvent, les Français ne vivent pas les chiffres qu'on leur donne le matin. Justement, moi, je ne parle pas de chiffres. C'est pas des chiffres dont je parle. Je parle de situations réelles. Quand 12 millions de foyers fiscaux vont avoir des impôts qui ont baissé, c'est une réalité. Quand les Françaises et les Français... Ils ne le sentent pas. Mais ils ne le sentent pas. Arrêtez de dire cela, s'il vous plaît. C'est vrai. Mais il ne le sent pas. On ne sent pas cela, on le voit sur sa feuille d'impôt. Quand des Françaises et des Français touchent la prime d'activité, quand il va y avoir le compte pénibilité, tout cela, c'est des réalités que nous devons vous dites, j'entends ce que disent mes amis. Oui. Barthelone, c'est un ami, par exemple, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Non, mais je vous demande ça parce qu'il ne souhaite pas que François Hollande se représente, lui, en 2017. Traîtrise? Mais écoutez... Traîtrise ou pas traîtrise? Pas du tout. Quand vous regardez à droite, il y a des gens qui souhaitent que ce soit Sarkozy, d'autres que ce soit Juppé. Et bien chez les socialistes, c'est pareil. Il y en a qui souhaitent que François Hollande soit candidat et d'autres pas. Ce n'est pas ça le sujet. Moi, je ne veux pas rentrer ni dans les petites phrases, ni dans les commentaires de l'homme qui a vu l'homme. C'est quand même Barthelone et les députés hier qui ont dit on n'en veut pas de Hollande. Vous y étiez à cette réunion? C'est ce qui est pas... Est-ce que vous étiez à cette réunion? Je n'étais pas à cette réunion. Alors, moi, on l'a lu partout, et quand on parle avec les socialistes, je ne commente pas les commentaires de l'homme qui a vu l'ours. Il y a aujourd'hui des députés qui s'interrogent, à juste titre, et je pense qu'il faut faire en sorte de lever ces interrogations, que nous puissions nous exprimer, que le président de la République lui-même, peut-être, puisse dire un certain nombre de choses, mais il faut avancer. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, l'impérieuse nécessité des socialistes et de la gauche, d'abord, c'est d'essayer de se rassembler. Si la gauche ne se rassemble pas, elle ne sera pas au deuxième tour, et les Françaises et les Français de gauche... Elle a peu de temps pour faire ça. Oui, très peu de temps. 6 mois, et les Françaises et les Français de gauche auront à choisir entre Marine Le Pen et le candidat de la droite. Il y a toujours deux gauches irréconciliables. Mais il n'y a pas deux gauches irréconciliables. C'est ce que disait Manuel Valls. Et laissez-moi finir. Il y a deux gauches qui cheminent parallèlement. On sait très bien qu'entre la gauche radicale et la gauche réformiste, nous n'avons pas la même vision de la société. Nous n'avons pas la même vision. Nous souhaitons gouverner. Nous souhaitons mettre en place un social-réformisme, une social-démocratie. Mais les Françaises et les Français, qu'ils choisissent de voter pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, pour un tel ou pour François Hollande. C'est ce qu'il semble vouloir, dans les sondages, une fois de plus. Très bien. Eh bien, les Françaises et les Français, ils auront un choix à faire. Le choix de la comparaison entre les programmes, entre ce que l'on veut faire de la France demain. Et là, ils choisiront. S'ils préfèrent voter au deuxième tour de la présidentielle pour la droite, ça sera l'austérité, ça sera la baisse des fonctionnaires, c'est tout cela qu'il faudra regarder. Et s'ils décident de voter pour la gauche, s'ils décident de voter pour la gauche et que la gauche est au deuxième tour, nous maintiendrons le la gauche de la gauche, je parlais. Pardon? S'ils décident de voter pour Mélenchon, par exemple. Mais depuis 3 ou 4 élections, la gauche de la gauche fait 11, 12, 13%. Là, c'est plus. Toujours. C'est plus aujourd'hui. Tout à l'heure, on disait François Hollande est à 4%, est-ce qu'il peut remonter? Mais tous ces chiffres à 8 mois de la présidentielle ne veulent rien dire. Il y a 3 mois, vous disiez toutes et tous, les éditorialistes, les journalistes, que Nicolas Sarkozy allait être désigné haut la main dans la primaire. Aujourd'hui, vous dites tous que c'est Alain Juppé, mais tout ça fluctue. Mais les Français s'en fichent de tout cela. Ce qu'ils veulent, c'est leur pouvoir d'achat. Ce qu'ils veulent, c'est leur quotidien. Ce qu'ils veulent, c'est leur vie de tous les jours. Et on en finit là-dessus. Est-ce que vous dites ce matin, ça suffit maintenant, que ce soit de Manuel Valls à Christiane Taubira à Claude Barthelone, halte au feu? Non, aujourd'hui, ça suffit le dénigrement de la France. Dénigrement de François Hollande. Je vais vous prendre 3 ou 4 exemples. Calais, ce qui est en train de se passer à Calais, le démantèlement de la jungle, c'est l'honneur de la France. Et c'est l'honneur de la gauche de l'avoir fait. L'inversion de la courbe du chômage, la baisse du chômage, c'est la réussite de la France. Et c'est la réussite de la gauche.
les manifestations des policiers, c'est la solidarité que nous leur devons. La solidarité de la France, la solidarité de la gauche. C'est ce qu'il va dire François Hollande en recevant la police aujourd'hui. Et la bataille de Mossoul, c'est l'autorité de la France. C'est de ces sujets qu'il faut parler. Il va faire preuve d'autorité ce soir, François Hollande, quand il va recevoir les syndicats de police. D'abord, je suppose, je n'ai pas d'informations, de solidarité. Parce que là où nos prédécesseurs ont supprimé 13 000 postes, nous en avons créé 9 000. C'est ça la réalité. Mais ça n'enlève rien à la colère des policiers. Ça n'enlève rien à la colère des policiers. Mais enfin, excusez-moi. Qui arrive maintenant sous la gauche. Mais bien sûr, qui arrive sous la gauche. Mais si nos prédécesseurs n'avaient pas supprimé plusieurs milliers de postes de policiers, aujourd'hui, il y aurait peut-être moins de problèmes de souffrance au travail. Je suis solidaire des policiers, toujours. Sauf quand ils manifestent cagoulés. Parce que ça, c'est pas des méthodes. Ce n'est pas des méthodes. Quand on représente l'État. Mais je suis solidaire de la colère des policiers parce que je connais l'état des commissariats, même si nous avons mis beaucoup d'argent. Je connais les policiers de la BAC qui ont des difficultés. Ce sont les syndicats de police qui sont reçus par François Hollande ce soir. Oui. Ce sont pour vous les seuls représentants légaux de la police? Moi, vous savez, j'ai une règle. Les représentants, ce sont ceux qui sont élus. Toujours. Il peut y avoir des mouvements de citoyens, des mouvements qui se créent comme cela. Donc les incontrôlables qui manifestent, là, vous les condamnez? Non, mais c'est pas je ne parle pas d'incontrôlables. Je dis simplement il est normal que le président de la République... Ceux qui manifestent sans les syndicats, vous les condamnez? Les syndicats. Non, non, je vous dis, je suis solidaire des policiers. Ce que je condamne, c'est les manifestants cagoulés. Ce ne sont pas des méthodes. Je suis solidaire de la police parce que la police souffre. Et je veux leur apporter beaucoup d'empathie et beaucoup de force parce que le travail qu'ils font est important. C'est pour ça que nous avons créé beaucoup de postes, que nous avons mis des moyens avec du nouveau matériel. Tout cela est en train d'arriver. Ce n'est pas encore là. Et dans les manifestations, on ne claque pas du doigt pour obtenir tout cela. Dans les manifestations, hier, on entendait justice laxiste et la droite, elle parle de sentiment d'impunité. Vous leur répondez quoi? Oui, alors ça, je pense que je comprends, moi, les policiers lorsqu'ils appréhendent quelqu'un, un jeune ou pas justice un jeune, laxiste. et qu'ils le voient le lendemain. Mais la justice n'est pas laxiste. Nous avons un code pénal. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais je comprends, je peux comprendre leurs sentiments, mais nous avons un code pénal. Ce code pénal est respecté. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai quelques idées sur la question. Donc, mais votre idée, c'est quoi? Il faudrait réformer? Je ne pense pas que la justice soit laxiste. Je pense qu'il y a une incompréhension des peines qui peuvent être apportées. Et vos idées, ça serait quoi alors? De réformer ce code pénal? Non, on est là pour en parler. Non, mais on n'est pas encore au moment de la présidentielle. On en parlera ça viendra plus tard. Donc, des propositions pour la réforme? On en parlera plus tard. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer la police et la justice. Que les deux font du travail difficile. Vous savez, là c'est pareil. Quand on réduit le nombre de magistrats, de parquetiers ou de magistrats du siège, il ne faut pas s'étonner après si la justice elle est lente aussi. Voilà. C'est pas possible qu'on attende 1 an, 2 ans pour un jugement. Qui c'est qui prend toujours? Ce sont les plus faibles. Ce sont les plus faibles qui ramassent toujours. Les gros s'en sortent. Mais les faibles souffrent. Ce qui se passe à Calais aujourd'hui, c'est une réussite pour vous? Oui, je vous le disais, c'est l'honneur de la France de le faire, c'est l'honneur de la gauche de l'avoir fait. C'est l'anti-Sangatte. Vous avez vu ce qui s'est passé. On détruit Sangatte et on crée Calais. Nous, on vide Calais pour répartir les réfugiés sur l'ensemble du territoire. Je reste persuadé que la France, les Françaises et les Français, ce pays de la lumière, ce pays issu de la résistance, changera d'avis et accueillera les migrants chez eux. Dans ma commune, il va en arriver Des violences sont encore possibles très vite? Oui, il peut encore y avoir de violences, mais la police, pour le coup, fait vraiment son travail là-bas. On a vu cette nuit qu'il y a eu un peu quelques incendies. C'est l'honneur de la France que de démanteler Calais dans la justice. Didier Guillaume, François Hollande doit prononcer un discours pour l'anniversaire de la naissance de François Mitterrand, 100 ans. Est-ce que on voit bien que, j'imagine, François Mitterrand a laissé une trace dans l'histoire. Quelle sera la trace que laissera François Hollande? Celle du redressement dans la justice, celle de la volonté. François Hollande, c'est un homme de volonté. C'est un homme qui, toute sa vie, pendant toute sa carrière politique, tout son engagement politique, a voulu parler aux pauvres, a voulu faire de la justice. Et en même temps, en prenant compte du temps dans lequel il vit. Le développement économique est essentiel. Quand nous faisons le pacte de responsabilité, c'est pour dire ce sont les patrons qui créent de l'emploi. Ce sont les entreprises. C'est quoi les points communs, François Mitterrand, François Hollande? C'est une certaine idée de la gauche, du socialisme et de la France. Merci Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, sénateur de la Drôme, d'avoir été l'invité de notre matinale d'info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci Didier Guillaume.
Voilà, j'accueille Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Cyril, comme chaque mercredi. Bonjour et bonjour. Bonjour Cyril, Denis Jean-Bart qui était avec nous dans la première partie de cette matinale. Bonjour messieurs. Didier Guillaume, qui est donc le président du groupe socialiste au Sénat, qui était notre invité. C'est l'un des derniers soldats du hollandisme, convaincu, Denis Jean-Bart. Écoutez, il a raison de profiter des chiffres du chômage. D'ailleurs, il faut s'en réjouir, comme lui. Toute bonne nouvelle sur le chômage est à prendre. Pour les gens, a-t-il dit. Ah oui, pour les gens. Maintenant, je ne pense pas que ça change le destin de François Hollande et de la gauche en général. D'autant que je pense que la gauche, elle n'a pas simplement un problème français. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous. On a un effondrement des gauches européennes. Regardez ce qui vient de se passer en Espagne, où ils sont obligés finalement, de peur de retourner devant les électeurs, de soutenir ou de laisser passer le gouvernement Rajoy. Ce qui va se passer en Italie en décembre, j'étais en Italie, j'y ai passé quelques jours, il me semble que Matteo Renzi va perdre le référendum qu'il a suscité sur les réformes institutionnelles. Ce qui veut dire que Matteo Renzi va sans doute quitter le pouvoir. Regardez la situation des travaillistes anglais. Donc il y a une crise des gauches européennes et la crise de la gauche française s'inscrit, voire accélère aussi la situation, puisque c'est quand même en France le président de la République qui est socialiste. Comment on explique cette crise, Yves Tréhard? Oui, mais je la doublerai d'une autre crise, celle que décrit Denis. C'est vrai qu'il y a un recul de la social-démocratie partout en Europe, mais si vous regardez bien, il y a un recul aussi et une remise en question du discours libéral. Regardez la droite française. La droite française a un discours plus libéral que jamais. Si tant est qu'il soit vraiment libéral, il est libéral à la française, je dirais. C'est du libéralisme en peau de lapin. Mais on nous parle de liberté, on nous parle de davantage de liberté, on nous parle de desserrer le carcan, de moins de bureaucratie, tout ça. Et vous regardez ce qui se passe partout en Europe. Vous apercevez de quoi? Que c'est le repli généralisé, que c'est justement la demande de davantage d'État. Et j'en veux pour... D'ailleurs, c'est la social-démocratie qui en fait les frais. Regardez en Angleterre, regardez dans d'autres pays, regardez aussi d'une certaine façon aux États-Unis, parce que jamais il y a eu un président démocrate qui a tenu un discours aussi à gauche que Mme Clinton. Et justement, c'est ça qui était assez étonnant, c'est que d'une part, la social-démocratie recule, mais que les peuples veulent davantage de protection, veulent davantage d'État, veulent davantage être couverts, si vous voulez, pour les risques dont ils Ça fait partie, d'ailleurs aux États-Unis, Yves a raison de le souligner, ça fait partie à la fois de l'émergence de Bernie Sanders, qui oblige d'ailleurs... Il faut rappeler que c'était le candidat aux primaires contre Hillary Clinton, qui l'a mise en difficulté. Elle est obligée de rallier une partie de ses thèses qui sont en effet une modération du libéralisme. Elle l'a appelé en soutien dans les différents débats d'ailleurs. Absolument. Et c'est aussi l'une des explications du phénomène Trump. Le vote des classes moyennes qui ont perdu du pouvoir d'achat, c'est aussi occupons-nous de nous-mêmes, replions-nous sur nous-mêmes et laissons les autres se débrouiller tout seuls. Alors on passe de Donald Trump à Didier Guillaume, sans transition. Il défend le bilan du président de la République. Pas le même genre quand même. Il défend le bilan avec beaucoup de fougue. C'est tout à son honneur, je dirais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme... Enfin, les Hollandais sont de sortie ce matin pour défendre le bilan, quand même. C'est le jour. Partout. Oui, enfin, c'est pas le bilan, c'est le chômage. Et c'est sûr que si vous voulez, si vous regardez le chiffre, et je m'en réjouis pour tous ceux qui peuvent en bénéficier, mais si vous allez en profondeur, c'est évidemment qu'il n'y a pas un recul du chômage en France, parce que tous ces gens-là sont dans des stages qui, la plupart, ne servent pas à grand-chose, sont des stages de massage, de dressage canin, de choses comme ça, qui font 6 semaines et qui ne servent absolument à rien. Enfin, les gens qui ne travaillent pas, c'est quand même mieux qu'ils trouvent quelque chose à faire. Oui, mais c'est des stages qui durent 3 mois. L'activité, ils n'ont pas du travail. 3 mois, ils n'ont pas d'activité. Ils sortent des statistiques. Mais pas de travail. Ils sortent des statistiques pendant 3 mois
moi, parce qu'ils sont sortis de la catégorie A pour aller en catégorie C. C'est pour ça que ça fait du yo-yo. Et vous avez vu son interrogation de ne pas communiquer systématiquement les chiffres de Pôle emploi. Il était. Il souhaitait ça, lui. Il a raison. On parle de Didier Guillaume. Il a raison. Il a raison. Franchement, il a raison. Ce qu'il faut regarder, c'est sur une année. Évidemment. C'est vrai que c'est pénible de vivre au rythme, alors ça baisse, ça monte, etc. Ça n'a aucun sens. Reconnaissons que sur une année, il y a une baisse du chômage. Et ce que je l'ai déjà dit, mais moi, je regarde surtout les chiffres de l'UNEDIC, qui justement nous donnent les tendances annuelles et qui se trompent très peu. L'UNEDIC nous dit qu'il y aura 120 000 chômeurs en moins de catégorie A cette année, pas globalement. Après, il y a les autres catégories. Mais l'UNEDIC nous dit aussi que l'année prochaine, il y en aura 79 000 de plus. Ça veut dire qu'on a des politiques qui règlent conjoncturellement à la marge la question du chômage, mais qu'on n'a pas encore réglé structurellement le problème du chômage en France. Ça fait quand même 30 ans que ça dure. On entend parler du traitement social du chômage. Oui, mais ça fait longtemps. Ça dure. Traitement social, statistique, et quand Nicolas Sarkozy dit qu'il n'a pas fait les emplois aidés, il a fait que ça aussi. Voilà, on peut pas être d'accord avec vous, Yves Tréhard, c'est que ça fait quand même du boulot, quoi, pour ceux qui n'en ont pas. Mais non, c'est pas du boulot. De l'activité. Mettez-vous à la place d'un jeune qui n'a pas du tout de boulot. Il sort de catégorie A. C'est ça la lecture des sondages, des statistiques. Les gens sortent de catégorie A pour aller en catégorie C. C'est-à-dire qu'en catégorie C, vous avez une activité réduite. Et ben c'est exactement ce qui se produit là. Et ces gens-là vont revenir en catégorie A dans 1 ou 2 mois. Donc ça ne sert à rien. Alors, on sait que pour régler le problème du chômage, il faut créer des emplois marchands. Pour créer des emplois marchands, il faut faire de la croissance. Pour faire de la croissance, eh bien, il faut que les entreprises remplissent leur carnet de commandes. Il faut que les entreprises soient compétitives. Et pour ça, il faut qu'il y ait moins de fiscalité et plus d'innovation et de recherche. Il est là le sujet. Une meilleure éducation et une meilleure éducation. Alors, dernier sujet traité avec Didier Guillaume tout à l'heure, qui était l'invité de Territoire d'Info, c'est ces deux gauches. Vous avez vu la gauche de gouvernement, celle qui tente de réussir, et celle qui, en fait, est contemplative, Denis Jeanbart. Il était assez précis là-dessus. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a deux gauches, il y a toujours eu deux gauches. Rappelez-vous, déjà sous François Mitterrand, enfin première, deuxième gauche, alors les termes changent, il y a deux gauches. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, mais ça nous ramène au début de notre conversation et à l'observation. Deux gauches irréconciliables, hein, deux gauches irréconciliables, oui, disait Manuel Valls. Alors, ce qu'a dit, mais il est en train de changer. Vous avez vu qu'il a appelé au rassemblement de tout le monde. Donc ça, c'est des problèmes. Mais ça, c'est pour gagner des élections. Non, mais c'est tactique. Alors tantôt, c'est tactique et c'est le désir de conquérir après l'élection présidentielle et la Bérésina, le Parti socialiste. C'est ça qui se joue sous nos yeux également. Mais ce qui est frappant dans le sondage du Figaro ce matin, c'est de voir la progression de Mélenchon. Mais ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à une volonté de repli sur soi, de plus d'État, quasi à égalité avec le président de la République dans les sondages. Hein. Ah non, il est à 14,5% quand François Hollande est... Ça dépend des sondages. Il lui met une volée de bois vert, il est à 14 mais ça correspond à l'observation sociologique et politique qu'on fait du pays. Je crois que l'histoire est la suivante, c'est que justement, cette histoire de deux gauches irréconciliables, ça serait bien qu'ils s'y tiennent. Le problème, c'est que Manuel Valls dit le contraire, alors qu'il avait dit cette histoire, il avait dit ça il y a quelques mois. Et maintenant, je crois que le succès, vous voyez, relatif, mais il faut voir ce que ça donne. Mais le succès d'Emmanuel Macron, c'est justement cette sincérité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas réconcilier les deux gauches, lui. Il ne veut pas faire le rassemblement. Il s'en tient à une gauche qu'on appellera je ne sais comment, qui se situe au centre gauche. Mais justement, il a fait la rupture. Et c'est là où Manuel Valls s'est piégé. C'est que Macron, lui, est sorti du gouvernement. Si Valls, aujourd'hui, ne sort pas du gouvernement, il est cuit. On voit qu'il est entré dans la chute par Hollande. Et s'il en sort, eh ben, il en sort loin derrière Macron. Yves Tréhard, merci Denis Jeanbart. On passe le Zappélisé. Premier zapping des matinales politiques, on le regarde ensemble. On a dit que vous étiez prêt à suivre Macron, c'est vrai ou pas? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, en plus je ne le suivrai pas. Est-ce que ça fragilise pas une candidature quand commence à fleurir les plans B? Bon, vous savez, les plans B, les plans C, et les plans H du nom de quelqu'un d'autre, on les verra. Il y a les plans V. Prends ton temps, mon gars. T'as été ministre 2 ans. Là encore, on passe pas de la casquette de « j'ai jamais fait de politique, je viens de Rothschild » et d'un seul coup, voilà. Peut-être que toute cette gauche pourrait s'unir, devinez derrière qui? Derrière
Christiane Taubira. On en parle de plus en plus. Je ne crois pas que Christiane Taubira, qui a déjà été candidate à l'élection présidentielle, puisse demain, puisque c'est la question que je me pose, être élue présidente de la République. La baisse sur un mois est historique. 66 300 chômeurs de moins en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Un chiffre immédiatement salué par François Hollande, qui parle d'une tendance installée depuis le début de l'année. Notre politique économique porte ses fruits. Le chômage baisse avec 90 000 demandeurs d'emploi de moins depuis janvier. Il faut poursuivre. Ce soir, on a des résultats qui confirment le fait qu'il y a une inversion de la courbe du chômage qui est engagée, qui est constatée. 2318 migrants en tout ont quitté hier le bidonville et ont été transférés vers des centaines de centres d'accueil répartis un peu partout sur le territoire. Nous avons renoncé à avoir une véritable politique de reconduite à la frontière des migrants illégaux. Il faut reprendre cette politique, il faudra lui donner aussi une dimension européenne. Alors qu'il négocie son entrée au gouvernement avec Nicolas Sarkozy, voici ce qu'il aurait prononcé. Je ne veux pas de l'intérieur. Je n'aime pas les flics, pas la justice. Je déteste les juges. La chose la plus folle que vous ayez faite? Ce sont des propos d'il y a plusieurs années que j'ai pu tenir sur certains points, d'autres sont déformés ou tronqués, et en tout cas, je n'ai pas pu dire ça parce que je n'en passe pas un mot. J'étais stagiaire à la préfecture de la Martinique et pour les besoins d'une visite du Premier ministre de l'époque qui s'appelait Jacques Chirac, j'ai été obligé d'emprunter une voiture qui n'était absolument pas la mienne à quelqu'un que je ne connaissais pas. 4% le chiffre, c'est le dernier sondage pour vous, pour la primaire. En même temps, un certain François Hollande avait démarré à 3% à la primaire de la gauche et il a accédé à l'Élysée. Vous y croyez encore? J'espère faire mieux, je vais vous dire. 4% des Français sont satisfaits de l'action de François Hollande, selon le dernier baromètre du Cevipof. C'est décidément le chiffre du jour. Mais parlons de vous. Il faut voir la télé d'habitude. Quand même, elle est plus mignonne en réalité qu'à la télévision, quoi. Une alliance avec François Bayrou, au fond, c'est un passeport pour la non-réforme. C'est le passeport pour l'immobilisme. Tu sais ce que c'est la politique, hein? On vote, on est content, on change les cochons, mais c'est toujours la même porcherie. Voilà le Zappélisé. Demain, nous serons en matinale spéciale pour la première édition de Territoire d'Info consacrée aux candidats à la primaire de la droite et du centre. Nous recevrons Bruno Le Maire en compagnie de Michel Urvois, d'Hervé Favre et de Nathalie Moret. Nous mettrons le candidat Bruno Le Maire face à la presse quotidienne régionale, puis il répondra aux questions liées à son programme et à l'actualité et sera débriefé par Béatrice Houchard et Bruno Jeudi en sa présence. Merci, à demain matin, 7h30.